En 3 mois seulement, un pont assemblé avec des pneus usagés a fissuré les certitudes les plus solides du Sahel. Dans un pays classé parmi les plus pauvres du monde, cette structure improbable a relié des villages entiers, ouvert des marchés oubliés et défié les experts qui annonçaient l'échec. Comment ce Paris né d'une pénurie chronique a-t-il pu devenir, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un test grandeur nature de la souveraineté africaine et de la valeur cachée des déchets? Au milieu de la poussière et de la chaleur, un simple passage a pris des allures de rupture silencieuse. Ce récit ne se limite pas à l'histoire d'un pont fabriqué avec des pneus recyclés. Il annonce l'examen d'un modèle de développement né dans la rareté et devenu un signal d'alerte pour tout un continent. La promesse centrale tient en 10 mots: montrer comment une contrainte peut devenir un levier national. Car derrière cette initiative se trouve un enjeu bien plus vaste que la réussite technique. Comprendre pourquoi un pays, aux ressources limitées, parvient, contre toute attente, à transformer un matériau considéré comme inutile en outil stratégique. À mesure que le projet s'étend, il oblige les observateurs à reconsidérer les mécanismes habituels du développement, souvent dépendant d'aides extérieures ou de technologies importées. Ce pont n'est pas seulement une innovation locale, il sert de point de comparaison pour analyser comment une économie fragile peut créer un écosystème d'autonomie fondé sur ses propres forces. Une micro-hook surgit alors. Si un simple pneu peut modifier des habitudes collectives, que pourrait produire une vision encore plus large? En 3 mois seulement, le premier pont en pneus recyclés a été achevé. Un délai qui a pris de court aussi bien les habitants que les observateurs extérieurs. Ce chiffre, 3 mois, a suffi pour déplacer le débat. Ce qui semblait marginal devenait soudain mesurable, concret et reproductible. Derrière cette réalisation rapide, la décision d'Ibrahim Traoré a introduit une dynamique inattendue dans un pays souvent décrit comme contraint par le manque de moyens et de technologie. Le pont n'était pas une prouesse isolée. Il révélait une chaîne de causalité rarement visible dans les récits sur le Sahel. Un déchet abondant, un besoin d'infrastructures urgent, une main-d'œuvre locale disponible et une volonté politique de casser les dépendances habituelles. Ce cadre explique pourquoi l'initiative a émergé sans cérémonie, presque dans le silence, avant d'être propulsée au centre de l'attention continentale. Les villages auparavant séparés par des rivières difficilement franchissables ont découvert un accès plus sûr aux marchés et aux services essentiels, confirmant la pertinence du choix initial. De ce premier succès est née une transformation de perception. Si un matériau considéré comme inutile pouvait tenir face aux intempéries et aux passages répétés, alors d'autres ressources négligées pouvaient peut-être être mobilisées de la même manière. En arrière-plan, l'économie locale ressentait déjà les premiers effets. Plus de circulation, moins de ruptures d'approvisionnement et des commerçants capables de planifier des trajets auparavant impossibles pendant la saison des pluies. Ce contexte a attiré les journalistes africains et internationaux, curieux de comprendre comment un pays, que beaucoup estimaient dépendant de l'aide extérieure, avait pu renverser les attentes. La vision de Traoré, longtemps perçue comme audacieuse, voire téméraire, s'inscrivait désormais dans un récit plus vaste, celui d'un continent cherchant des solutions dans son propre socle matériel. Ainsi, le pont devenait non seulement un passage physique, mais aussi une démonstration que l'innovation n'exige pas toujours de grands budgets. Parfois, elle demande simplement un angle différent. Pour comprendre comment un simple pont en pneus a pu amorcer une dynamique si large, il faut suivre les pas de ceux qui l'ont vu naître au quotidien. Le premier personnage guide est un agriculteur d'une commune isolée, habitué depuis des années à attendre la fin des crues pour transporter ses récoltes. Lorsque le pont a été installé, il a senti pour la première fois que son travail n'était plus prisonnier du calendrier climatique. Le trajet vers le marché a été réduit de plusieurs heures, et la possibilité d'écouler ses produits régulièrement a stabilisé ses revenus. Cette transformation, bien que locale,
a donné un aperçu concret de ce que pouvait signifier une autonomie logistique construite à partir de ressources recyclées. Le second personnage guide est une institutrice qui voyait chaque saison des pluies décimer la fréquentation de son école. Avant le pont, une partie de ses élèves devait traverser un passage dangereux et beaucoup restaient chez eux durant des semaines entières. Après l'ouverture de la structure, les familles ont observé une amélioration immédiate. Les enfants arrivaient plus tôt, en plus grand nombre, et sans que les parents ne craignent les accidents liés au débordement des rivières. Cet effet, apparemment modeste, a révélé une facette essentielle du projet. En facilitant la mobilité, il améliorait simultanément l'accès au savoir, un levier majeur pour les zones rurales. Ces deux trajectoires individuelles montrent comment une innovation née d'un besoin urgent s'est rapidement intégrée à la vie quotidienne, non pas comme un objet technique isolé, mais comme un outil qui modifie les routines les plus profondes. Et elle soulève une question simple. Que devient une communauté lorsque ces obstacles disparaissent? Le déclencheur apparaît sans discours, sans annonce publique, presque sans témoin. Un matin, des ouvriers locaux commencent à empiler et compresser des pneus usagés sur un chantier improvisé au bord d'une rivière saisonnière. L'idée surprend, interroge, parfois amuse. Pourtant, personne n'interrompt le processus. Les ingénieurs improvisés testent les premières structures, cherchant l'équilibre, ajustant les fixations, observant la réaction du matériau sous la chaleur. Dans cette étape initiale, ce ne sont pas les machines lourdes qui guident le travail, mais l'intuition et l'expérience accumulées sur le terrain. Le chantier avance vite, car les matériaux sont déjà là, disséminés au milieu des villages, prêts à être réutilisés. C'est cette disponibilité qui donne l'élan nécessaire pour franchir la première grande étape, dresser une arche solide. Le point culminant se joue lorsque le prototype tient sur toute sa longueur. Le moment est court, mais décisif. La structure ne s'effondre pas sous le premier test de charge, comme l'avaient prédit certains techniciens sceptiques. Au contraire, elle absorbe le poids grâce à l'élasticité naturelle du caoutchouc et à la compression contrôlée. L'annonce circule alors rapidement dans la région, comme une onde qui dépasse le cadre local. C'est là que le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Il valide l'expérience, assume publiquement le choix du matériau et transforme un test pragmatique en acte politique. La décision surprend, car elle s'écarte des logiques attendues de coopération internationale et de financement externe. Elle s'appuie sur un principe simple: commencer avec ce que l'on a, même si le monde extérieur doute. Cette prise de position crée la rupture narrative qui attire l'attention des journalistes africains, puis celle des observateurs étrangers. Le pont devient alors un objet de controverse autant qu'un objet de curiosité. La réverbération s'amorce dès les premières traversées. Les commerçants franchissent la structure pour réduire leurs itinéraires. Les paysans transportent leurs récoltes sans attendre la baisse des eaux. Les élèves rejoignent l'école sans risque d'accident. En quelques semaines, le flux de circulation se stabilise, apportant des bénéfices inattendus. Plus de régularité dans les échanges, moins de pertes liées au retard et davantage de sécurité pour les familles. Les premiers chiffres internes confirment le changement. Hausse du trafic, diminution des incidents et amélioration des mobilités rurales. La population se rend compte que le pont a modifié la perception du quotidien, non pas par une avancée technologique spectaculaire, mais par une solution accessible et reproductible. À mesure que les résultats se diffusent, la rumeur attire les autorités d'autres régions, curieuses de comprendre comment un déchet commun pouvait répondre à une contrainte structurelle. Cette curiosité alimente la deuxième vague. De nouveaux chantiers apparaissent, organisés avec les mêmes matériaux et la même volonté. Enfin, la réverbération atteint le niveau continental lorsque les premières délégations étrangères viennent observer la méthode. Elles ne cherchent pas un modèle sophistiqué, mais une logique adaptable. Le pont en pneus devient alors le symbole d'une nouvelle approche, où le pragmatisme local prime sur les solutions importées. Et la dynamique enclenchée montre que, dans un environnement longtemps décrit comme fragile, une décision audacieuse
peut suffire à rompre l'inertie. La progression devient lisible lorsque l'on compare la situation avant et après l'installation des premiers ponts. Le changement s'exprime clairement par les écarts mesurés sur le terrain. Le premier chiffre marquant concerne l'accès aux services essentiels. Plus de 200 000 habitants ont vu leur déplacement simplifié, selon les relevés consolidés par les autorités locales. Ce volume important montre que la solution n'a pas touché quelques villages isolés, mais un ensemble étendu de zones rurales largement dépendantes des axes saisonniers. Le deuxième indicateur concerne l'économie de proximité. Les échanges commerciaux ont connu une augmentation de 30%, grâce à la fluidité retrouvée entre les marchés villageois et les pôles urbains. Ce pourcentage, loin d'être symbolique, révèle une dynamique spontanée qui s'explique par la réduction des délais, la stabilité accrue des itinéraires et la diminution des pertes liées au trajet interrompu. Enfin, le troisième indicateur touche directement aux conditions de vie. Les décès liés aux accidents de transport ont chuté de 20%, selon les statistiques fournies par les centres de santé régionaux. Cette baisse nette confirme que la structure n'est pas qu'un outil économique, mais également un facteur de sécurité pour les familles, vivant à proximité des cours d'eau irréguliers. Ces trois données, mises en perspective, dessinent une évolution cohérente. L'accès, le commerce et la sécurité évoluent dans la même direction, faisant du pont en pneus un levier transsectoriel plutôt qu'une simple infrastructure ponctuelle. Dans les villages concernés, cette progression s'observe dans les gestes quotidiens, des trajets plus courts, des marchandises arrivant en meilleur état et des déplacements scolaires plus réguliers. Les familles rapportent que les périodes d'isolement, autrefois fréquentes durant la saison des pluies, se sont nettement réduites. Les commerçants expliquent que la prévisibilité des trajets leur permet de planifier des ventes qu'ils jugeaient impossibles auparavant. Auparavant, les enseignants constatent une assiduité plus stable, sans flambée d'absence lorsque les rivières débordent. Les trois indicateurs forment également une base de comparaison utile pour évaluer l'extension du modèle. Si une seule structure a pu transformer les mobilités de centaines de milliers de personnes, l'effet cumulatif de plusieurs ponts suit une logique d'amplification. Ce phénomène est visible dans les districts ayant construit des structures supplémentaires, où les rythmes économiques se stabilisent plus vite et où l'accès aux services publics s'améliore en parallèle. L'impact structurel dépasse alors le cadre d'un projet pilote pour devenir un facteur durable, mesurable et transmissible à d'autres régions. Ces résultats ont servi de support aux premières délégations étrangères venues comprendre la méthode. Elles n'ont pas cherché une technologie complexe, mais un ensemble de règles simples reposant sur la disponibilité du matériau, la rapidité de construction et la capacité d'entretien local. Et ce sont ces données, plus que les discours, qui ont façonné la réputation du modèle. Une solution née de la contrainte, mais capable de produire des effets concrets, vérifiables et reproductibles. Deux lectures opposées émergent lorsque l'on observe l'essor des ponts en pneus recyclés. La première soutient que cette initiative représente un modèle pragmatique et durable, capable de redonner à des territoires ruraux un contrôle réel sur leur mobilité. Selon cette perspective, la force du projet réside dans son ancrage local. Matériaux disponibles, main-d'œuvre présente, coûts réduits et rapidité de construction. Les chiffres relevés dans les zones rurales semblent lui donner raison. Amélioration de l'accès pour plus de 200 000 habitants, hausse de 30% du commerce local, diminution notable des accidents de transport. Pour les partisans de cette lecture, la solution n'est pas temporaire, mais évolutive, et son efficacité prouve qu'elle peut être répliquée dans des contextes similaires où les infrastructures formelles manquent. La seconde lecture adopte une posture plus sceptique. Elle affirme que les ponts en pneus ne peuvent résoudre que des problèmes immédiats et ne remplacent pas des infrastructures classiques nécessaires à un développement durable. Selon cette position, utiliser des matériaux recyclés est certes ingénieux, mais ne règle pas les difficultés structurelles. Pauvreté persistante, faiblesse des réseaux, manque d'investissements extérieurs. Certains analystes étrangers estiment même que ce type de solution faite maison pourrait réduire l'attrait
pour l'investissement international et freiner l'implantation de projets plus ambitieux. Il voit dans cette approche une étape utile, mais insuffisante, pour soutenir un développement à long terme. La réponse se situe dans les faits observables, plutôt que dans les intentions. Les données récoltées montrent que les ponts ont porté une réduction de 20% des décès liés aux accidents de transport et ont permis de stabiliser des échanges commerciaux souvent paralysés par les crues. Ces évolutions, mesurées sur plusieurs mois, indiquent que la solution ne se limite pas à pallier un manque, mais qu'elle génère des transformations structurelles au niveau de la mobilité, de l'économie locale et de l'accès à l'éducation. Ainsi, le débat ne porte plus sur la capacité du modèle à exister, mais sur son potentiel à s'intégrer à une stratégie plus large où les infrastructures classiques et les solutions locales pourraient coexister. Ce point d'équilibre nuance les critiques sans invalider les exigences de long terme. Il montre simplement qu'une innovation née d'un déchet peut devenir un élément solide d'un écosystème en construction. Un seuil vient d'être franchi. À ce stade, le projet n'est plus perçu comme un simple bricolage ingénieux, mais comme une transition silencieuse qui modifie la manière dont un pays aborde son développement. Le basculement se produit lorsque plusieurs régions, observant les résultats du premier pont, décident d'adopter la même méthode avec leurs propres équipes et leurs propres stocks de pneus, sans attendre d'assistance extérieure. Cette réplication spontanée marque un tournant narratif. Le modèle cesse d'être expérimental et devient une logique interne, reproductible et assumée. Dans ce mouvement, le rôle d'Ibrahim Traoré change subtilement. Il ne s'agit plus seulement d'une impulsion politique audacieuse, mais d'un choix qui légitime un mode opératoire entièrement fondé sur la ressource locale. Les ponts se multiplient, chacun révélant une facette différente de la même idée. Transformer un déchet omniprésent en outil structurant pour la mobilité rurale. Les villages, qui autrefois restaient isolés pendant des semaines, découvrent une nouvelle continuité, tandis que les marchés saisonniers s'ouvrent sans dépendre du climat. Cette phase médiane expose la véritable nature du projet. Non pas une infrastructure insolite, mais une preuve tangible qu'un pays peut contourner ses contraintes en changeant l'angle sous lequel il observe ses propres matériaux. Et c'est à partir de cette révélation que la suite prend une dimension continentale. Les effets concrets du projet apparaissent clairement lorsque l'on analyse séparément les 4 groupes touchés par les transformations successives. Les impacts ne sont ni abstraits ni symboliques. Ils s'inscrivent dans les chiffres, les pratiques quotidiennes et les changements de comportement observés sur plusieurs mois. Dans ce volet consacré à agriculture, NN, il apparaît que, pour les agriculteurs, les ponts ont supprimé l'un des blocages les plus anciens, la dépendance aux crues saisonnières. Avant l'installation des structures, la traversée vers les marchés urbains pouvait être interrompue pendant 1 à 2 semaines, entraînant des pertes de récolte et l'impossibilité d'écouler à temps les produits périssables. Dès les premières mises en service, les trajets se stabilisent, réduisant l'incertitude et permettant une gestion plus prévisible des stocks. La hausse globale du commerce local, mesurée à 30% selon les données précédentes, reflète directement cette fluidité retrouvée. Les revenus agricoles augmentent parce que les flux deviennent constants et non plus dépendants des aléas du climat. Dans ce volet consacré à activité commerciale, DN, il apparaît que, pour les commerçants, les ponts constituent un levier logistique immédiat. La suppression des détours, parfois longs, de plusieurs kilomètres, réduit les coûts de transport et augmente la fréquence des échanges entre les villages et les centres urbains. Certains commerçants rapportent qu'ils peuvent désormais organiser 2 trajets par jour au lieu d'un seul, ce qui multiplie les occasions de vente. Cette amélioration s'inscrit dans une tendance observable. La régularité crée la confiance, et la confiance renforce les réseaux marchands locaux. La dynamique enclenchée par ces infrastructures légères surprend même les observateurs internationaux, qui ne prévoyaient pas un tel effet multiplicateur. Dans ce volet consacré à population et l'éducation, ND, il apparaît que l'impact sur la vie quotidienne est encore plus tangible.
Les écoles situées dans les zones rurales ont constaté une hausse de la fréquentation estimée à 15%, directement liée à la sécurité accrue des trajets. Les familles craignaient auparavant les traversées dangereuses durant les périodes de montée des eaux. La présence des ponts a réduit cette inquiétude. Les centres de santé régionaux notent également une diminution de 20% des décès liés aux accidents sans de transport, confirmant que l'infrastructure agit autant sur la mobilité que sur la sécurité publique. Pour de nombreux habitants, ces améliorations sont perçues comme la preuve que les matériaux du quotidien peuvent devenir des outils de développement lorsqu'ils sont mis au service des besoins réels. Dans ce volet consacré à rayonnement régional à continental, KV, il apparaît que, à l'échelle régionale, le phénomène prend une ampleur inattendue. Des délégations venues du Mali, du Ghana et du Nigeria se déplacent pour étudier le modèle, intéressés par la possibilité d'adapter la méthode à leurs propres contraintes géographiques. Le rôle d'Ibrahim Traoré devient ici plus visible. Son choix initial, d'abord perçu comme marginal, se transforme en signal politique envoyant l'idée qu'un pays peut amorcer une dynamique continentale à partir d'un matériau rejeté. Plusieurs pays testent désormais des prototypes, ouvrant une phase d'expérimentation différenciée qui pourrait aboutir à une révision des pratiques infrastructurelles traditionnelles. Le projet cesse ainsi d'être un cas isolé pour devenir un précédent structurant, un point d'appui pour repenser les modèles de développement fondés sur la ressource locale. En réunissant ces 4 dimensions, l'impact global dépasse largement le périmètre technique du pont. Il devient un instrument de transformation sociale, économique et régionale, ancré dans le quotidien mais capable de redessiner des trajectoires collectives. Les 6 à 12 mois qui suivent l'essor des premiers ponts constituent une période charnière. Les tendances observées jusque-là permettent d'imaginer 3 trajectoires distinctes, chacune fondée sur les données déjà disponibles et sur les comportements constatés sur le terrain. Ces scénarios ne reposent pas sur la spéculation, mais sur l'évolution mesurable des infrastructures et des usages. Dans ce volet consacré à l'expansion progressive, il apparaît que, dans cette hypothèse, la construction des ponts continue à un rythme maîtrisé, guidé par les équipes locales déjà formées au procédé. Les districts les plus intéressés reproduisent la méthode en utilisant leur propre stock de pneus, renforçant peu à peu l'intégration des villages isolés. La hausse du commerce local, déjà estimée à 30%, se stabilise et devient un indicateur durable plutôt qu'un phénomène ponctuel. Les écoles maintiennent leur progression de fréquentation, portée par l'amélioration continue des trajets. Ce scénario repose sur la continuité des pratiques actuelles, sans accélération majeure, mais avec une consolidation progressive des acquis. Dans ce volet consacré à la diffusion continentale rapide, il apparaît que, ici, la logique de réplication opère à grande échelle. Les délégations venues du Mali, du Ghana ou du Nigeria ne se limiteront plus à l'observation. Elles mettent en place leurs propres chantiers pilotes, utilisant les mêmes principes de recyclage. Dans ce cadre, l'initiative devient un standard alternatif, surtout dans les zones rurales où les infrastructures classiques peinent à être financées. La réussite locale sert alors de catalyseur, entraînant une coordination régionale autour d'une approche low-cost, réplicable et adaptée aux contraintes climatiques. Les impacts économiques se renforcent plus vite, les marchés deviennent interconnectés et les mobilités gagnent en cohérence entre pays voisins. Dans ce volet consacré à le blocage structurel, il apparaît que ce scénario reste plausible si certaines pressions extérieures ou des résistances internes freinent l'élan actuel. Des acteurs économiques ou politiques pourraient privilégier des infrastructures traditionnelles plus coûteuses, perçues comme plus légitimes, au détriment de solutions locales. La réduction de 20 des accidents de transport et la progression de 15% de la fréquentation scolaire pourraient stagner, faute d'entretien ou de multiplication des structures. L'initiative resterait alors confinée à quelques districts, sans générer l'effet d'entraînement attendu. Un principe de réflexion pour les prochains mois.
Si les ressources locales continuent d'être mobilisées avec méthode, alors chaque région peut transformer une contrainte matérielle en levier structurel. Mais si la logique d'imitation se rompt, l'élan risque de se fragmenter. La suite dépendra donc de la capacité des équipes locales à maintenir la cohérence entre besoins, matériaux et rapidité d'action. Les transformations provoquées par les ponts en pneus ne restent pas confinées aux chiffres ou aux rapports administratifs. Elles résonnent dans l'expérience intime de plusieurs groupes qui observent, chacun à leur manière, un changement concret dans leur quotidien. Pour un premier groupe, les familles rurales, l'impact est immédiat. Elles voient leur trajet devenir plus sûr, leurs déplacements plus réguliers et leurs inquiétudes diminuer lors des saisons de pluie. Ce ressenti n'est pas abstrait. Il forme un socle de confiance nouvelle, où la mobilité n'est plus perçue comme une menace ou comme une contrainte imprévisible. Dans de nombreux villages, les parents remarquent que leurs enfants se rendent à l'école sans appréhension et que les visites au centre de santé se planifient plus facilement. Un deuxième groupe, composé de jeunes adultes, découvre une perspective différente. Avant l'arrivée des ponts, la route représentait souvent un obstacle qui limitait leurs possibilités d'études, de formation ou de commerce. La fluidité retrouvée ouvre un espace de projection. Déplacements facilités, opportunités locales accrues, sentiment que les villages ne sont plus enfermés dans des frontières naturelles. Pour beaucoup, cette évolution devient le premier signe tangible qu'une initiative locale peut réellement transformer l'avenir proche, sans attendre d'intervention extérieure. Un troisième groupe est celui des petits commerçants et artisans. Eux perçoivent le changement sous forme de régularité. Livraison plus fiable, clients plus nombreux, trajets moins coûteux. La hausse du commerce local observée ces derniers mois se reflète directement dans leur capacité à planifier, à vendre et à maintenir une activité stable. Ce groupe, souvent oublié dans les analyses macroéconomiques, devient pourtant l'un des piliers les plus sensibles aux modifications de mobilité. Ces étroits regards montrent que l'impact du projet dépasse les infrastructures. Il touche la perception du possible. Et deux suggestions simples émergent de leurs expériences. Soutenir les initiatives locales qui améliorent la mobilité quotidienne. Encourager les jeunes à participer aux projets communautaires, là où l'effet est immédiatement visible. Pour consolider les résultats obtenus et préparer l'expansion du modèle, une feuille de route claire s'esquisse, inspirée des pratiques déjà observées depuis les premiers ponts et de l'élan initial porté par Ibrahim Traoré. Cette trajectoire n'a rien de théorique. Elle s'appuie sur les comportements réels des équipes locales, sur les ressources disponibles et sur les indicateurs mesurés ces derniers mois. Dans ce volet consacré à cartographier les besoins prioritaires, il apparaît que les communes identifient nettement les zones où les crues isolent régulièrement les habitants. Cette phase doit durer quelques semaines, avec un suivi simple, nombre de points critiques relevés et fréquence des interruptions de mobilité observées. Ce repérage permet d'orienter les chantiers vers les zones où l'impact sera immédiat. Dans ce volet consacré à constituer des équipes locales formées à la méthode, il apparaît que des groupes de volontaires, artisans et techniciens sont réunis pour suivre une formation courte sur l'assemblage et la compression des pneus. L'efficacité se mesure par le temps moyen de construction du premier module et par la capacité des équipes à reproduire le procédé sans assistance extérieure. Dans ce volet consacré à sécuriser l'approvisionnement en pneus usagés, il apparaît que les collectivités recensent les stocks disponibles dans leur périmètre et établissent donc des circuits de collecte. Un tableau de suivi mensuel comptabilise les volumes récoltés et les besoins réels des chantiers en cours. Cette étape garantit la continuité du modèle sans dépendre d'importations. Dans ce volet consacré à déployer et évaluer les nouveaux ponts, il apparaît que chaque structure construite doit être accompagnée d'un protocole simple d'évaluation. État après les premières pluies, fréquentation quotidienne, incidents signalés. Ces indicateurs permettent de vérifier que l'infrastructure remplit son rôle, tout en facilitant son adaptation dans d'autres communes. L'ensemble de cette feuille de route constitue un cadre opérationnel qui transforme une innovation locale en stratégie durable.
Lorsque les premiers ponts ont été construits, l'agriculteur et l'institutrice, ces deux voix silencieuses du quotidien, n'imaginaient pas que leur réalité deviendrait le symbole d'un basculement collectif. Pourtant, c'est dans leurs gestes simples que l'on perçoit l'essence de ce projet. La marche plus sûre vers le marché, l'arrivée régulière des enfants à l'école, la disparition progressive d'une peur ancienne liée au cru. En observant ces transformations modestes mais décisives, on mesure la portée du choix porté par Ibrahim Traoré. Offrir à un pays la possibilité de se réinventer à partir de ce qu'il possédait déjà. Ce geste, qui aurait pu rester technique, devient un fil conducteur reliant des villages, des familles, des commerçants et des élèves dans une même trajectoire d'autonomie. Le pont n'est plus seulement une structure faite de pneus compressés. Il est devenu la preuve qu'un futur peut émerger même là où les ressources semblent limitées. Les habitants qui le traversent chaque jour y voient un rappel discret mais puissant. Les solutions durables naissent souvent de l'obstination, de l'ingéniosité et de la volonté de rompre avec les dépendances anciennes. Et dans le regard de ceux qui avancent sur ces arches sombres, se lit une certitude nouvelle. Ce mouvement ne s'arrêtera pas.